Plonger. Chaque nouveau réveil est une nouvelle occasion de plonger à pieds joints dans la vie. Là, vous vous dites sûrement, ben voyons, elle est donc bien intense, elle. Ben, même si vous avez sans doute un peu raison, moi j'ai envie de plonger dans le vif du sujet et de vous encourager à plonger tête première, à plonger au cœur des choses pour ensuite vous laisser flotter doucement à la surface. Parce qu'une des choses que la plongée peut nous apprendre, c'est que les trésors ne se cachent jamais où on pense. Et comme l'a dit Alexandre Despatie, moi, quand je plonge, ce n'est pas dans l'eau, mais en moi. Ben non, c'est pas vrai, il a pas dit ça, mais ça aurait été beau, non? Aujourd'hui, je plonge mon regard dans le vôtre et vous invite à faire la même chose avec quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Yeah! Ça, c'est déjà dit à tous mes proches. Moi, personne touche à ma dépouille. Non! Moi, je veux un enterrement écologique en dessous d'un arbre. Vous ne me mettez pas des produits toxiques dans les veines. Vous ne me passez pas d'un broyeur. Moi, personne ne va me faire ça. Tu me passeras pas au broyeur pour ramasser les bouts de prothèses puis tout. Non, 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 non. Moi, tu me mets dans une boîte en carton. Ah ouais, dans le trou, c'est fini. Je m'appelle Patrick Bourgeois, photographe animalier spécialisé dans le sous-marin, nord-côtier d'origine. J'ai une formation en histoire, mais les épaves, ça m'intéresse pas pantoute. Pour être capable de faire de la photo animalière puis d'en vivre, survivre au Québec, il faut vraiment que tu fasses plein de choses. Tu fais des produits dérivés, tu vends des calendriers. Moi, je pensais jamais qu'en 2020, on pourrait vendre des calendriers encore, alors que, tu sais, c'est qui sert d'un calendrier? Je vends des calendriers avec les photos que je fais durant l'été, dans le Saint-Laurent, mais aussi en dehors de l'eau. C'est quand même ironique, hein? On fait un topo qui parle principalement du Saint-Laurent, puis l'animal qu'on voit, c'est une marmotte. Ah ouais, viens-t'en! J'amène les gens en bateau, je leur raconte des histoires, puis je les fais rire. Ma formule, c'est à la fin de la journée, ça prend un sourire, il faut pas mourir. Parce que là-dedans, tu peux mourir aussi. Tu sais, moi, la photo, c'est pour raconter des histoires de Saint-Laurent, de nature québécoise. J'essaie toujours de cibler les espèces les plus inusitées, les moins sexy, pour les rendre les plus charismatiques possibles, pour que les gens, au bout du compte, se disent « Hey, finalement, ça vaudrait peut-être la peine d'en prendre soin. » Faire une photo pour faire une photo, moi, ça m'intéresse pas. Il y a de l'activisme en arrière de ça. C'est de l'écologisme, c'est de l'environnementalisme. Quand je vais dans les écoles primaires pour raconter ces histoires-là, c'est pour briser, dès le plus jeune âge, les préjugés qu'on a encore par rapport à la nature d'ici, particulièrement par rapport au Saint-Laurent. Il y a encore beaucoup trop de gens qui pensent que c'est un gros trou noir plein de boîtes puis que tout ce qu'il y a à faire avec ça, c'est de prendre toutes les morues qui sont dedans. Mais c'est pas ça, tu sais. C'est un écosystème qui est ultra riche. C'est ça que j'explique aux enfants, puis ils sont captivés. J'adore faire des conférences dans les écoles primaires. Je trouve que c'est là où ma mission elle a le plus d'impact. Ils sont scotchés, ils sont médusés, hein, sans mauvais jeu de mots. C'est sûr que les plus jeunes, il faut que tu arrives vite aux requins puis aux baleines. Quand tu arrives 4, 5, 6e année, déjà, je ressens souvent dans ces présentations-là l'éco-anxiété. Je me rappelle d'une petite fille qui m'avait dit que c'était nous autres qui avions tout scrappé. Je disais, pas moi, mon père, là, tu sais. Par rapport au Saint-Laurent, je leur dis toujours qu'il y a un seul animal dangereux et un seul qui m'a arrêté une plongée. Et puis là, je suis rendu dans le Saint-Laurent, je dois en avoir 1500 plongées. Là. Une plongée sur 1500 qui m'a été arrêtée par un animal et le seul animal dangereux, personne ne le trouve jamais. Là, ils vont dire le requin du Groenland, ils vont dire non, le seul dangereux, c'est l'oursin. Parce que là, ça passe à travers les gants, puis le fond du Saint-Laurent, il est recouvert d'oursins. Donc, si t'es pas un plongeur avec une bonne flottabilité, bonne chance. Ça, c'est dangereux. Fait que, c'est des histoires comme ça que je raconte aux enfants. C'est de leur montrer à quel point, tabarouette, regarde, ce qu'on a ici, on a une nature extraordinaire qu'on nous a jamais montrée à la télévision. C'est beau, mais c'est fragile, tout ça, tu sais. C'est facile encore de se dire « Ah ouais, moi, je veux sauver le Saint-Laurent ». Comme c'est facile pour moi de dire « Ah, moi, il faut sauver les rhinocéros ». C'est facile, ça m'implique en rien. Puis je me rappelle d'un Africain activiste écologiste qui avait dit à un Français qui était installé dans son pays pour sauver les rhinocéros. Puis là, il dit « Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour sauver le loup chez toi? » Puis là, il s'est dit « Tabarouette, c'est vrai. » Fait qu'il est retourné chez eux pour essayer de sauver le loup.
Moi, les changements qui se produisent dans le Saint-Laurent, je les vois d'année en année, tu sais. Quand j'ai commencé à Baie-Comeau à faire de la photo sous-marine il y a une dizaine d'années, mes photos étaient beaucoup plus vertes qu'aujourd'hui. J'étais au Galapagos cet hiver, j'ai une plus belle visibilité dans le Saint-Laurent que ce que j'avais au Galapagos. Pourquoi qu'il y a 10 ans, mes photos étaient beaucoup plus vertes qu'aujourd'hui? Quelque chose qui se passe avec le phytoplancton. Je suis capable de me raccrocher à des études de scientifiques qui disent qu'on a perdu de 30 à 50 de la masse planctonique dans le golfe Saint-Laurent en 10 ans. Alors, moi, mon hypothèse, c'est que l'estuaire est aussi affecté, d'où mes photos de plus en plus claires. C'est le fun pour les photographes sous-marins, mais c'est pas le fun pour les animaux qui se nourrissent de ça. Tu sais, le phytoplancton, c'est la base de la vie sur Terre, là. On ne peut pas perdre le phytoplancton, il n'y aura plus de vie sur Terre. T'sais, les gens souvent pensent que, OK, ce qui nous procure l'oxygène sur la planète, c'est les grandes forêts tropicales, les grandes forêts de ce monde, à 50 L'autre 50 c'est le phytoplancton. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de l'animalier pur, pour vraiment faire découvrir cette nature-là autrement. Quand tu vois une truite gigoter dans le fond de la chaloupe, un orignal avec une balle dans le coffre, c'est à peu près juste ça qu'on voit de la nature québécoise au Québec. Puis c'est pour ça que je me suis détourné progressivement de la télévision pour investir davantage les réseaux sociaux, les YouTube, les TikTok. Là, ça permet d'avoir les coups des franges puis de faire exactement ce que tu veux pour passer le message que tu veux. La Côte-Nord, ça, c'est le trésor méconnu du Québec. Ce que j'adore de la Côte-Nord, c'est que c'est un des derniers endroits sur la planète où tu as encore une espèce de sensation d'être en contact avec des écosystèmes qui sont à peu près intacts et encore sauvages. Tu as encore une impression de sauvagitude que tu retrouves nulle part ailleurs. Quand j'arrive sur mes sites, Pointe-à-la-Croix, à l'autre bord de Franklin, il n'y a personne. Tu descends, il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas de bouteilles de plastique, il n'y a pas de bateau qui te passe sur la tête. Tu descends puis tu es tout seul à explorer ces sites-là qui sont répertoriés nulle part. Tu vis ça où, ça? Ailleurs. Ici, tu as encore le privilège énorme de te retrouver à des endroits où il y a du silence. Ceci dit, par un gars qui n'arrête pas de se parler et qui ne ferme jamais sa trappe. Même dans le bois tout seul, je me fais du YouTube, je parle. Mais si j'arrête de parler, c'est le silence total. Pas d'avion, pas de camion, pas rien. Privilège énorme. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, mon grand frère, Nicolas, il avait commencé le hockey. Puis moi, dans ce temps-là, je faisais plus de la gymnastique, patinage artistique, des sports plus féminins un peu, là. J'étais dans les estrades, puis je m'amusais à commenter la partie de hockey, puis j'étais full intéressée à essayer. Puis quand j'ai essayé, là, ça a comme été le coup de cœur, là. J'ai jamais arrêté. Mon nom est Léa Bélanger et je suis la gardienne de but de l'équipe de l'Assaut. Dans la chambre de hockey, on a un tapis avec le logo de l'équipe de l'Assaut, justement. Puis c'est comme un peu une tradition non écrite. Comme marque de respect, aucun joueur, aucun entraîneur a le droit de piler sur le logo. C'est une règle qu'on suit comme peu importe quelle autre règle. Puis c'est vraiment par respect pour l'équipe, pour les joueurs, les entraîneurs, le symbole. Cette année, c'est ma deuxième année au baseball. Je fais du soccer aussi depuis mon plus bas âge. J'ai toujours fait ça. Du snowboard aussi. Ma vie, c'est le sport, là. Je suis la seule fille dans l'équipe. Ça a toujours été ça, fait que je suis habituée. Puis, au début, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de gêne, mais au final, je m'entends super bien avec eux, puis je m'intègre super bien. Ça change pas grand-chose, puis on est toutes des amis. Dans le hockey, il y a le sport, mais aussi le volet de l'amitié. Quand on part en autobus, c'est un gros trip. On est toute l'équipe ensemble, puis dans les hôtels, les mini-hockey, dans les allées, ça fait toujours des beaux souvenirs, là. C'est les fins de semaine les plus le fun là, quand tu pars en tournoi, là. À chaque année, le vestiaire, c'est différent. Dans le fond, je me change avec les garçons, sauf que, mettons, pour me mettre en combine, je vais me mettre en combine dans une autre chambre. Je suis jamais avec les garçons pour me changer là, mes vêtements. C'est vraiment juste pour l'équipement. Les gars savent aussi que tant que je suis pas partie, il y a personne qui s'en va dans la douche, il y a personne qui enlève leur combine, peu importe. Fait que comme ça, tout le monde est à l'aise, puis il y a pas de gêne. Ça va bien, là. Il y avait un concours maxi, puis le but du concours, c'était de dessiner sur un gabarit un casque de hockey, ton casque de rêve un peu. Le rôle du gardien, c'est un peu d'attraper les rondelles, puis faire comme un peu une pieuvre avec ses ventouses, d'avoir des mains partout, les yeux partout. Fait que c'est ça mon dessin que j'ai reproduit sur le casque. Puis au final, j'ai réussi, dans le fond, à remporter le concours.
Bien, côté artistique, c'est pas super mon fort, là. Tu sais, c'est sûr qu'en reproduisant le casque, ils ont apporté des améliorations, là, parce qu'à la base, mon dessin était peut-être pas aussi beau que ce qu'il y a sur le casque, là. Dans ma cuisine, j'ai comme des balançoires accrochés à une poutre, tu vois, dans le sous-sol. Puis à chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent chez moi, là, c'est toujours comme l'attraction principale, là. C'est des heures de plaisir, là. Tu t'amuses dans les balançoires, tu vois en bas, c'est comme... C'est pas chez tout le monde qu'il y a ça, mettons, là. J'ai toujours préféré être dans une équipe masculine. Sincèrement, je trouve que la chimie, elle passe quasiment mieux avec les gars qu'avec les filles. Tu sais, je m'entends bien avec les filles, mais mon premier choix, ça a toujours été les équipes masculines. Mon rêve par rapport au hockey, ce serait de, mettons, faire l'équipe canadienne, de me rendre aux Olympiques. Ce serait comme mon gros but au final, là. Pour me rendre dans l'équipe canadienne, il faut absolument que je sois dans l'équipe féminine. Tu regardes F. Gascon, elle a réussi, mettons, à se rendre dans une équipe masculine pour faire des matchs. Fait que, tu sais, ça, c'est inspirant aussi, là. Ça prouve que tu as ta place, même dans les plus hauts niveaux, dans les équipes masculines. Pour l'instant, je vise une équipe féminine, puis, tu sais, on verra ce que le futur me promet, là. Ce que je dirais à des jeunes qui veulent commencer le sport, bien, que ce soit des filles ou des garçons, je pense qu'ils ont tous leur place dans leur sport. Puis, tu sais, vas-y, tu vas juste avoir du fun. Puis, au pire, t'essayes d'autres choses si t'aimes pas ça. Ça te permet aussi de te faire un cercle d'amis, de connaître des nouvelles personnes. Puis, si t'as peur de le faire, bien, fonce, vas-y. Puis, tu sais, ça peut juste apporter du bien, là. C'est quasiment la meilleure chose qui peut arriver à un jeune d'essayer un sport, là. Si je vous dis le mot plongée, Oui. qu'est-ce que ça vous évoque? Du négatif et du positif. Il y en a qui plongent dans des dépressions, ils ont du mal. Puis il y a aussi plonger, comme juste laisser aller, puis de nos inquiétudes, puis de ce que nous fait mal, puis juste réémerger après. Je plonge pas, je sais pas nager, j'ai peur de l'eau. Peut-être plonger dans l'inconnu, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous, plonger dans l'inconnu? Ça dépend pourquoi. Pour vivre, il faut plonger dans la vie. Parce que si tu plonges pas, puis tu es toujours en résistance ou tu es toujours dans la peur ou dans le conflit ou whatever, tu plonges pas, tu profites pas de ta vie. Fait qu'à chaque moment de ta vie, il faut que tu plonges. Dans le fond, l'occasion est passée, le train est passé, puis toi, tu l'as laissé passer, puis tu l'as regardé, puis tu dis « Mais pourtant, j'aurais aimé ça, mais j'ai pas osé. » Fait que plutôt que de regretter, on est mieux de plonger dans la vie. Qu'est-ce que ça prend pour plonger dans la vie? Ben, faut pas avoir peur du jugement des autres. Surtout ça. Plongée sous-marine? Plonger J'ai sous-marine. des cours demain, justement, de plongée sous-marine. Tu plonges pourquoi? Est-ce que tu es à la recherche de trésors sous-marins? Absolument. Oui, c'est sûr. Mais là, j'avais comme 3 semaines de lousse, donc je me suis dit, pourquoi pas une nouvelle expérience. Puis je m'enligne sur un backpack cet hiver, dans le sud, donc je vais avoir une connaissance pour aller faire la plongée sous-marine là-bas. Puis peut-être trouver un trésor, justement. J'aime pas l'école à la base. J'ai jamais aimé l'école. J'ai toujours trouvé mon temps à l'école long, plate. J'ai toujours été très têtu envers les professeurs, surtout parce qu'ils voulaient pas répondre à mes questions. On m'apprenait une certaine chose, puis là, je disais « Mais pourquoi est-ce qu'on apprend ça? » Puis là, ils me répondaient, puis là, j'étais comme « Mais pourquoi? Puis pourquoi? Puis pourquoi? » Probablement le pire cauchemar de tous les enseignants, jusqu'à temps que je découvre que je suis passionné par la navigation puis le domaine maritime. Mon approche vis-à-vis de l'école est bout pour bout différente, parce que maintenant, c'est quelque chose que j'aime. Je m'appelle François-Mathieu Robert-Paré et je suis un étudiant en navigation. Quand j'étais en stage, j'avais les cheveux un peu genre Bieber, si on veut, là, avec une frange et tout. Il y avait un des cadets, un gars avec qui je vais à l'IMQ également, qui était sur le même stage que moi, le même bateau. Il arrêtait pas de me dire qu'il allait venir dans ma cabine une nuit puis qu'il allait me raser les cheveux. C'était toujours en blague, mais je barrais quand même ma porte au cas où. Puis, à un moment donné, j'ai fait une gageure, on écoutait le hockey, puis le Canadien était en finale. J'ai fait la gageure que s'il gagnait un match seulement, que je me rasais les cheveux. Puis la journée même que j'ai fait cette gageure-là, il y avait une game, puis c'est la seule game qu'ils vont avoir gagné contre les Golden Knights. On est allé sur le poop deck, c'est l'arrière du navire, puis ils me rasaient les cheveux à 0. J'avais définitivement pas l'air de moi-même, j'avais l'air beaucoup plus vieux, puis beaucoup plus tough, je pense. Quand j'ai fini par finir mon secondaire, j'ai commencé au cégep en accueil-intégration, ne sachant pas qu'est-ce que je voulais faire. Il y a eu le printemps érable, donc j'ai annulé ma session. Je voulais aller en architecture à l'université, mais quand je me rendais compte vraiment c'est quoi le travail qu'il fallait faire derrière tout ça, je n'étais plus sûr vraiment si c'était pour moi. Après ça, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que je pouvais aller à l'université en tant qu'auditeur libre, puis c'est là que j'ai étudié en langue et culture japonaise. Finalement, j'ai décidé d'aller en tourisme, faire un DEP en tourisme. Ça a duré 10 mois. Sinon, j'ai fait une panoplie de jobs étudiantes.
J'étais pas un génie à cette époque-là, fait que j'arrêtais pas d'appeler pour dire que j'étais malade quand je l'étais pas vraiment, puis je me suis fait renvoyer. Je suis retourné au cégep en cinéma. Ça n'a pas fonctionné parce que justement, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais avec ça. Après ça, je me suis dit que j'allais aller étudier en électricité. Je me suis rendu compte que le domaine de la construction, c'était pas tant pour moi. J'ai essayé d'aller dans l'armée aussi. J'ai même pas eu le temps de faire mes camps d'entraînement que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai continué, j'ai essayé plein d'affaires, puis ultimement, j'ai pris la décision de tout lâcher puis d'aller m'installer à Rimouski pour le programme de navigation. Puis je regrette rien. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre, puis je sais que c'est ce que je vais faire jusqu'à temps que mon temps sur cette terre soit fini. Le programme en navigation est affilié au cégep de Rimouski. Il a fallu que je retourne au cégep encore une fois, pour la 3e fois, mais cette fois-ci à l'âge de 28 ans, puis maintenant ça fait 2 ans, fait que je passe ma trentaine, le début de ma trentaine au cégep. À date, les gens n'ont pas trop l'air de le remarquer. J'arrête pas de me faire carter, là. Fait que je pense que je fais pas mon âge. On me compare à Macaulay Culkin. C'est le petit gars dans Maman, j'ai raté l'avion. J'ai peut-être raté l'avion, mais j'ai pas manqué le bateau. Mon plus grand rêve, c'est d'avoir un voilier, été comme hiver, d'être dessus. Le but d'être sur un voilier, c'est pas de juste être dans l'eau, mais comme à côté de la terre ferme. Non, c'est vraiment le plus souvent possible d'être au milieu de l'eau. Si possible, de pas voir la terre. Là. C'est peut-être un peu sauvage comme façon de voir les choses, mais je veux être dans mon monde puis voir le reste du pays, voir tous les autres pays, aller de port en port, rencontrer des nouvelles personnes. Je veux faire le tour du monde. Où est-ce que la mer est hyper agitée, où est-ce que c'est hyper dangereux, mais ça aussi... Moi, si c'est dangereux, j'aime ça. Genre, il n'y a pas d'aventure sans danger. Là. Avant de partir au Japon, c'était une chose que je voulais absolument visiter, les onsen. Un onsen, c'est un bain public, mais japonais. C'est pas la majorité des onsen qui vont accepter les gens avec des tatous. En faisant mes recherches, j'ai découvert un petit village sur la côte ouest du Japon qui s'appelle Kinosaki Onsen. On aime le surnommer la petite Venise du Japon. Non, c'est pas vrai. Mais pareil, avant d'y aller, j'avais appelé, je pense que j'avais appelé un onsen. Puis ça n'a pas été fructueux parce que j'avais oublié de regarder le décalage horaire, fait que c'était comme la nuit là-bas. Les tatous au Japon sont associés dans le fond au crime organisé. C'est qu'à l'origine, tu te faisais faire un tatou pour que tout le monde sache que tu avais commis un crime. Ah, moi j'ai commis aucun crime pour avoir 2 tatous. J'étais jeune et en deuil de mon père. Mon père était camionneur. Au courant d'un de ces voyages-là, justement, j'ai pu embarquer avec lui. Puis son contrat, c'était d'aller chercher une voiture qui avait été volée au Canada, puis retrouvée aux États-Unis. Fait qu'on avait été aux États-Unis la chercher. Puis sur notre chemin du retour à la douane, les douaniers inspectent la voiture, regardent un peu à l'intérieur avec leur flashlight, puis ils voient une arme à feu. Fait que là, bien sûr, on peut pas traverser tout de suite parce que là, c'est comme on transporte quelque chose de hautement illégal. Fait qu'on a dû attendre quelque chose comme 5-6 heures qu'un serrurier vienne ouvrir les portes de la voiture. On a attendu vraiment longtemps. Ils ont fini par ouvrir la portière puis prendre l'arme en question pour se rendre compte que c'était un jouet. C'était drôle. Fait que c'est un beau souvenir que je garde justement des fois où est-ce que je voyageais avec mon père. C'est sûr qu'il y a un côté un peu idyllique de vivre sur un voilier. J'ai peut-être regardé trop de films de Pirates des Caraïbes, mais je vis que pour ça. Sur ma pierre tombale, j'aimerais qu'on écrive que j'ai jamais lâché, que j'ai toujours persisté. J'avais tellement essayé de choses dans ma vie, puis j'ai toujours lâché, j'ai toujours arrêté. J'ai jamais été jusqu'au bout, mais j'ai jamais arrêté, par exemple, de chercher ma voie. Puis maintenant que je l'ai trouvée, je compte y aller jusqu'au bout. Même si tout le monde n'arrête pas de me répéter que c'est pas une façon de vivre ou que c'est plus difficile que ce que tu penses, je me suis dit qu'il fallait que je mette mes œillères puis que je fonce. Je peux définitivement dire que toute cette épopée-là, c'est un plongeon. Quand tu laisses tout pour tout mettre tes énergies, tout ce que tu as dans une chose, ne sachant pas si ça va fonctionner, c'est sûr que c'est synonyme de plonger. Peu importe ce que vous allez me dire, c'est sûr que je m'en vais vers ça. J'ai pas d'autre raison de vivre, pour vrai. Ma raison de vivre, c'est d'être sur un voilier, c'est de vivre sur l'eau, c'est de vivre de la mer, c'est de vivre de tout ce qu'elle peut m'apporter.